Les difficultés du nouveau pouvoir roumain. Première réunion du Front de Salut National. Première contestation dans la rue. L'histoire en direct hier soir avec le procès filmé de Ceausescu. Ce soir, encore beaucoup de questions sans réponse. Analyse. L'aide afflue de tous côtés et de France d'abord. Il s'agit maintenant d'organiser correctement cette aide. Explication. Le Parti communiste français secoué par la tragédie roumaine, contesté de l'intérieur, critiqué de l'extérieur. Le parti se défend. Bonsoir. Au lendemain de l'incroyable procès filmé de Ceausescu, la Roumanie tente de reprendre ses esprits. Chacun commence maintenant à mesurer l'ampleur véritable des problèmes. Tout est à reconstruire dans ce pays. L'économie bien sûr, mais aussi la vie politique. Nous allons y revenir. Sans compter que la situation sur le terrain n'est toujours pas réglée. Même si le calme revient, il y a encore des affrontements sporadiques avec les hommes de la Securitate. Le Front de Salut National leur a lancé un ultimatum. Ils doivent se rendre avant demain 17 h, sinon ils seront considérés comme des terroristes. La résistance de ces hommes étonne après la chute de leur dictateur. Mais en voyant les images qui vont suivre, on comprend mieux. Ce sont des images d'une véritable ville parallèle, d'une ville souterraine, Bucarest que Ceausescu avait créée pour assurer sa défense personnelle. L'ampleur de ces souterrains que vous allez voir étonne encore, même les Roumains eux-mêmes. Maryse Mano. On entre ici dans un autre monde, une ville secrète de tunnels bétonnés et sans fin. Tous les matins, les militaires découvrent de nouveaux souterrains, l'arme au poing. La Securitate y est toujours embusquée. Cet ascenseur descend jusqu'à la pièce la plus secrète, la chambre et le bunker personnel de Ceausescu. Ici, les preuves de son départ précipité, avec les restes d'un repas abandonné. Dans ce frigidaire, plus de viande qu'un Roumain moyen n'en consomme pendant l'année. Dans ce labyrinthe, équipé d'une climatisation sophistiquée, des centaines d'agents de la Securitate pouvaient tenir longtemps. Certains y sont encore. Tel cet homme que les militaires viennent de surprendre. On cherche d'abord l'éventuelle capsule de cyanure cachée dans la doublure de sa veste. Rien cette fois-ci. Mais une série de papiers atteste qu'il appartient bien à la Securitate. La possession d'Orange, introuvable à Bucarest, est un indice supplémentaire. Personne ne connaît l'étendue de ce réseau, peut-être des centaines de kilomètres, reliant bâtiments officiels et points stratégiques de la capitale. La radio a lancé un appel aux architectes pour qu'ils fournissent les plans de ces galeries. Le drame roumain, telle une tragédie antique. L'unité d'action, la chute d'un dictateur. Unité de temps, à peine une semaine. Hier soir, le monde entier a vécu via la télévision le dernier acte de cette tragédie, le procès du tyran déchu. Et même si l'on en connaissait la fin, puisque la veille l'annonce de son exécution avait été faite, même si l'on savait que Ceausescu mourrait à la fin de ce procès, les images dégageaient une étrange émotion. Vous avez été très nombreux à suivre ce procès retransmis en direct par Antenne 2 hier soir vers 23 h et vous l'avez certainement senti. Il y avait la dimension humaine de l'événement, l'arrogance, mais aussi une certaine dignité du dictateur. Enfin, ce procès expéditif de Ceausescu et de sa femme pose beaucoup de questions encore non résolues. Hervé Brusini, récit et analyse. Et d'emblée, tout est dit. Chers téléspectateurs, nous allons vous présenter des aspects du procès des inculpés Ceausescu. Ce qui a été donné à voir n'est donc qu'un montage de différentes scènes. Mais d'abord, qui voyons-nous? Les Ceausescu, bien sûr, et un militaire très obligeant. Un médecin aussi au comportement clinique et son assistant. Et le procès commence. Vous êtes en face du tribunal du peuple. Je ne reconnais aucune autorité si ce n'est celle de la grande Assemblée nationale, dit Ceausescu. Mais l'Assemblée nationale a été dissoute. Le nouveau système légal est différent. Alors c'est un coup d'État, lance Ceausescu. On vous juge selon la nouvelle loi, énoncée par le Conseil du Front de Salut National. Et vous êtes prié de vous mettre debout, inculpé. Réponse.
La Constitution de l'État fait autorité. Je cite la Constitution et on l'interrompt. La Constitution, on la connaît mieux que vous, qui ne l'avez pas respectée. Je ne répondrai plus à aucune question. Face à Ceausescu, ces juges restent invisibles et pourtant, on pourrait aisément les dénombrer. Regardez, cet homme porte le brassard du comité du Front de Salut National. À gauche, les mains d'un autre homme. Il fume une cigarette et porte le costume. Ce serait donc peut-être un civil. Tous ces gens sont debout. Le montage ne respecte pas la chronologie du procès. Au premier plan, un homme âgé, des cheveux blancs. Juste à ses côtés, celui-là porte un pull vert, peut-être un autre civil. Et à l'extrême droite de l'écran, un uniforme de l'armée, probablement l'un des deux avocats. Tout au long du film, ces images arrêtées vont permettre d'occulter l'identité des membres de la Cour. Laissez mourir les gens, les enfants, à l'hôpital, sans nourriture, sans chauffage, sans lumière. Ça ne vous a pas surpris tout ça? Je parle à l'inculpé Nicolae Ceausescu. Au nom de quoi a été perpétré le génocide de Timișoara? À toutes ces questions, aucune réponse. Et voilà pourquoi le peuple lutte pour le pays, dit Ceausescu, car il veut éliminer cette bande de traîtres avec l'aide de l'étranger qui ont organisé un coup d'État. Et peu à peu, Nicolae Ceausescu va retrouver le ton, les expressions, les gestes du dictateur qu'il fut. À plusieurs reprises, Nicolae Ceausescu tentera d'empêcher sa femme de répondre aux questions des juges. Le procureur va lui reprocher d'avoir vécu essentiellement avec des étrangers, lui, l'ardent nationaliste, et Ceausescu s'esclave. L'avocat demande que l'on supprime la peine de mort pour son client. Un client qui regarde sa montre. Impatience devant une parodie de procès ou espoir, car il sait qu'au dehors, les hommes de la Securitate se battent encore pour lui. Je vous rappelle, dit-il, que lorsque j'allais dans les usines en face des travailleurs, ne continuons plus, dit l'avocat, qui se fait procureur. C'est une décision de la justice populaire roumaine. Bruit de chaise, tout le monde se lève, on va délibérer. Cette épaulette, c'est un militaire. Retour de la cour. La sentence est définitive, dit la voix. Ceausescu a peut-être alors compris que la mort était vraiment proche. Au moment du procès, vous étiez là, monsieur. Oui. Alors comment ça s'est passé? Comment Ceausescu a-t-il réagi après le procès? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il a dit pardon? Non, il a été très énergumène. Vous pouvez voir ce soir à la télévision. C'était un dialogue de sourds. Il a refusé de nous reconnaître comme juge et il nous traitait en traître. Vous l'avez vu mourir, Ceausescu? Oui, il a été criblé par beaucoup de rafales parce que tous les soldats ont tiré avec une... avec un acharnement, on ne pouvait plus se retenir de haine, de... Il a essayé de courir? Non, mais il a été vers un mur. Et c'était dur pour lui de terminer? Je n'ai pas eu le temps, tout s'est passé complètement instantané. Vous voyez à la télévision, on n'a pas pu même filmer tellement instantané, les soldats ne sont pas plus... Les soldats ont perdu le contrôle, ils ne pouvaient plus s'abstenir de tirer. Le tuer. Et c'était où ça? Je ne peux pas vous dire ça parce que cet endroit risque d'être encore peut-être le sujet d'une action de vengeance et de représailles. Est-ce que je peux avoir votre nom? Non, surtout ça. Vous êtes un militaire? Vous me trompez? À l'origine? Non, je suis un simple citoyen. C'était donc lui, l'homme aux cheveux blancs. Présent lors du procès, il devait en être l'un des procureurs. On l'avait vu à plusieurs reprises à la télévision, quelques jours auparavant. Comme chaque soir, nous sommes en direct avec nos envoyés spéciaux à Bucarest. Nous retrouvons ce soir Françoise Joly. Bonsoir Françoise. Alors, est-ce que ce procès, qui a été, j'imagine, très suivi, bien sûr, par les Roumains, est-ce qu'il est encore très commenté à Bucarest ce soir?
Bonsoir Hervé. Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, notamment toutes ces personnes qui sont les agents de sécurité de l'ambassade de France ici à Bucarest et qui nous ont protégés tous ces derniers jours. Alors, comment a réagi la population au procès de Nicolae Ceausescu? Eh bien, comme à l'annonce de son exécution, par la frustration. Il n'y aura pas de procès public par un tribunal civil qui aurait permis peut-être certaines révélations sur le rôle de tous ceux qui ont entouré Nicolae Ceausescu pendant ces 24 ans de tyrannie pour le peuple roumain. Mais vous savez, l'effervescence ici à Bucarest aujourd'hui, eh bien, elle était au ministère des Affaires étrangères, car c'était là qu'étaient réunis des intellectuels, des dissidents et des hauts responsables de l'armée. Ils formaient un conseil avec le Premier ministre et ce conseil devrait constituer le gouvernement dans son ensemble. Tout cela se passait dans une ambiance très décontractée. Voici le reportage de Patricia Coste, Franck Brisset et Jean-Michel Noël. Nous allons voir votre reportage, Françoise, qui n'est pas parti, mais nous allons le voir tout de suite. Le reportage de Patricia Coste sur le nouveau gouvernement, la salle du Conseil. Atmosphère des grands jours, hier au ministère des Affaires étrangères. Une multitude de journalistes cherchent à obtenir quelques mots de toutes les grandes figures des dissidents, hier dans des cachots, aujourd'hui promus membres du nouveau Conseil de salut public. Des élections libres et sans peur, sans peur. Ici, Corneliu Malescu, l'un des 6 grands dignitaires à avoir signé dernièrement une lettre contre Ceausescu. Là, Dumitru Massilou, un ancien défenseur des droits de l'homme. C'est l'euphorie. Nous allons, dit-il, promouvoir maintenant le meilleur sur cette terre et nous allons sortir le pays de la misère et le réintégrer à l'Europe. Instant historique, voici le Conseil de salut public romain dans sa formule élargie. Regroupant toutes les composantes de l'opposition, plus les militaires. Le président au centre, Ionesco, le vice-président Massilou et le jeune Premier ministre roman. Et puis, semblable à elle-même, la plus illustre des dissidentes roumaines, Doana Tornea. L'intention de jouer un rôle, est-ce que vous avez l'intention de jouer un rôle politique? Non, non. Tant que je suis encore utile et nécessaire, je ne peux pas abandonner. Oui, mais après, non, non. Et vous êtes réunis pour la première fois ici autour de ce conseil. Et quelle impression vous avez? Je ne sais pas. J'aimerais que vous restiez ici. Et c'est un mauvais indice qu'on vous a invité de quitter la salle. Ça me surprend un peu. Non. Après le travail, après le séance de travail, la presse rentre ici, je crois. Et il a dit oui, pour nous filmer encore une fois, ça n'a pas de sens. Je crois que... Vous voudriez qu'on participe avec vous au travail sur le pays? Oui. Mais pourtant nous sommes étrangers. Mais ça ne compte pas. Au fond, c'est toute l'Europe qui nous a aidés, qui nous a protégés tous. Sans cette solidarité européenne, je crois que les choses n'auraient pas été possibles ici en Roumanie. Françoise, on a vu donc l'installation du nouveau Conseil, de ce nouveau front. Alors, c'est vrai aussi, on a vu dès hier soir qu'il était déjà, ce nouveau pouvoir, contesté dans la rue. Oui, Hervé, ce pouvoir est contesté, mais principalement par les étudiants. Vous savez que ce sont eux qui ont payé de leur vie, de leur sang, le renversement de la dictature de Ceausescu. Alors aujourd'hui, je suis allée les voir dans leur université. Regardez ce reportage que j'ai réalisé avec Roger Motte et Norbert Chaillet. Il fait sombre dans cette salle de l'université de Bucarest, mais les lumières sont maintenant allumées toute la journée. Ceausescu, lui, a usé, épuisé les yeux, les regards de ses étudiants en ne leur autorisant que 4 heures d'électricité par jour, par mesure d'économie, disait-il. Dragospan, 23 ans, 4e année d'électronique, participait aujourd'hui aux premières élections libres à l'université.
Depuis le début de la Révolution, il a vu mourir plusieurs de ses camarades. Alors il ne veut pas que le nouveau gouvernement s'approprie une liberté si chèrement acquise. Beaucoup de ces hommes sont là dans le gouvernement parce qu'ils ont été les premiers qui ont pris le pouvoir dans la radio-télévision roumaine. Ils ne sont pas élus. Et les mots se feront encore plus durs pour parler du Premier ministre, Petr Roman, car cet étudiant a beaucoup entendu parler de cet homme. Nous avons de grands soupçons parce que voilà, le Premier ministre est professeur dans notre institut polytechnique. On le connaît suffisamment bien. Il a été un grand activiste du Parti communiste. Son père a été un grand activiste du Parti communiste. Et ce Premier ministre, Petr Roman, est un parvenu. Il est un parvenu du Parti communiste. Je veux dire qu'il est un homme avide de pouvoir. Et nous soupçonnons qu'il ne nous représente pas. À l'affût de toute information, et surtout parce que depuis le début des événements, le centre du pouvoir, c'est la radio-télévision, les étudiants regardent en permanence le petit écran dans les amphithéâtres. Mais cette télévision-là, encore trop institutionnelle, ils la contestent déjà. On ne trouve pas à la télévision les nouvelles desquelles nous avons besoin maintenant. C'est-à-dire quelles nouvelles? Pardon? Quelles nouvelles? Les nouvelles de qu'est-ce qui se passe dans Bucarest, qu'est-ce qu'on fait avec les terroristes, dans quel état nous sommes maintenant, dans quel état est l'armée, on ne nous dit rien de cela. Malgré tous ces doutes, toutes ces inquiétudes, ces jeunes sont prêts à donner du temps à ce gouvernement qu'ils veulent provisoire, le temps pour que renaisse une vie politique, une vie démocratique en Roumanie. Françoise, ce soir, est-ce que le calme est vraiment revenu dans tout Bucarest? Écoutez Hervé, je ne dirais pas que la situation est redevenue normale ici à Bucarest parce que les chars stationnent toujours au coin des rues, mais vraiment nous vivons peut-être pour la première fois un retour au calme. Voilà Hervé, bonsoir et je vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions. Merci Françoise, merci à tous nos envoyés spéciaux. Et puis, après les problèmes politiques, il y a aussi les problèmes économiques. Reconstruire l'industrie et tout simplement réorganiser la vie de chaque jour. Approvisionner la nourriture, par exemple, c'est tout simple. Voyons comment tout cela se passe dans les rues de Bucarest avec Corinne Pertuis. Des oranges, on n'en avait pas vu depuis longtemps dans les magasins de Bucarest. Elles étaient réservées jusqu'ici à la nomenclatura. Depuis aujourd'hui, enfin, les Roumains peuvent se ravitailler. Le nouveau gouvernement l'a décidé. Pour bien marquer la rupture avec la dictature, les exportations vers l'étranger sont arrêtées. Les denrées alimentaires sont désormais en priorité pour le peuple roumain. Du coup, on trouve de tout. Des œufs, de la viande, cette viande roumaine qui partait auparavant pour l'URSS. Mais même si la vie revient peu à peu à la normale, l'équilibre de la situation reste fragile. Les attaques isolées des agents de la sécurité sont toujours à craindre. C'est pour cela que le Conseil de salut national a lancé un ultimatum à tous ceux qui détiennent des armes. Ils doivent déposer revolvers, mais aussi explosifs et même talkie-walkie avant demain 17 h, sous peine d'être considérés comme terroristes. Ils seraient alors jugés par des tribunaux militaires et condamnés à mort. Mais ce que les Roumains retiendront aussi de la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il a neigé et que la température était de 20 degrés dans les appartements. C'était la première fois depuis 25 ans. D'habitude, le chauffage central marchait en alternance avec l'eau chaude, un jour sur deux. C'est cela aussi, la révolution. Voilà, et tout de suite, une information dont je prends connaissance en lisant l'écran de mon ordinateur, une réaction de M. Pérez de Cuéllar, le secrétaire général de l'ONU. M. de Cuéllar met beaucoup d'espoir dans la restauration de la démocratie en Roumanie. Ce sont ses propres termes. Ainsi donc, tout de même, les problèmes politiques s'accumulent, les problèmes économiques aussi. Jacques Merlino, ce ne sera pas facile pour le nouveau pouvoir. Oui, c'est vrai que la situation politique est fragile, elle peut être même devenir dangereuse. Premier constat, l'absence de tradition démocratique en Roumanie. Ce pays vit depuis 1936 sous des dictatures d'abord d'extrême droite,
Antonescu en 1940 fut l'allié d'Hitler, puis stalinienne à partir de 1946. Ce qui fait que tout Roumain ayant moins de 54 ans n'a jamais connu la démocratie. Second constat, le nouveau pouvoir qui se met en place n'a pas encore exprimé sa véritable volonté de rompre définitivement avec le communisme. Ses principaux dirigeants sont des communistes gorbatcheviens. Or, de plus en plus de manifestations, on l'a encore vu ce soir, s'organisent sur le thème « Le communisme, même à visage humain, on n'en veut plus ». Sous-entendu, la perestroïka, ce n'est pas assez, on veut la liberté et toute la liberté. Troisième constat, de nouveaux partis politiques fleurissent en Roumanie. Deux se sont créés hier, un parti national paysan et un parti démocrate chrétien. Ces partis sont déjà en conflit avec le nouveau gouvernement qui leur interdirait l'accès à la télévision. Et puis alors le dernier point, Jacques Merlino, c'est l'armée. Ça c'est une grande question. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Et oui, cette armée, elle occupe déjà un rôle essentiel dans les nouvelles instances. Elle a joué un rôle important dans la chute de Ceausescu. Est-ce qu'elle est prête à rentrer dans ses casernes lorsque le calme sera complètement revenu et à laisser la place à un gouvernement démocratique? C'est une question grave à laquelle aujourd'hui nous n'avons pas encore de réponse certaine. Merci Jacques. Ce soir à Paris, une messe à Notre-Dame pour les victimes roumaines de cette révolution. Une procession défilée aussi il y a quelques minutes entre l'église roumaine de Paris, qui se trouve rue Jean de Beauvais, dans le 5e arrondissement, et Notre-Dame, où donc avait lieu une messe. Recueillement, bien sûr, recueillement de tous ces Roumains et de tous ces sympathisants. Enfin, l'aide à la Roumanie. Tous les jours, de nouvelles bonnes volontés se manifestent pour aider le peuple roumain. Mais ce n'est pas toujours de la bonne manière. Comment acheminer cette aide, par train ou par camion? Que faut-il donner? Quel effort faut-il faire en priorité? C'est toute une organisation qui peu à peu se met en place. Véronique Gallione. À l'autre bout du fil, un enfant propose 20 francs pour la Roumanie. Un supermarché offre 100 tonnes de nourriture. Des chômeurs et des militaires en retraite ont même appelé pour partir là-bas. 24 heures sur 24, une dizaine de bénévoles orientent vers les DAS, mairies ou associations locales. Le standard de la cellule d'urgence est saturé. Cette nuit, le répondeur a explosé. Donc on en a un nouveau. C'est la première fois je crois que c'est arrivé. Mais il y a eu je crois autour de 5000 appels entre 1h et 5h du matin. C'est absolument fou. Et on avait décidé bêtement je crois de fermer le numéro vert pendant 4 heures pour aller un peu dormir. Et on s'en est mordu les doigts ce matin. Argent, vêtements, médicaments, les dons affluent de toutes parts. De petites communes parraines des villages roumains se mobilisent pour donner tous azimuts. Plus de 100 tonnes de chocolat de Noël attendent encore dans les dépôts. Mais en Roumanie, on attend autre chose. Je pense qu'il faut substituer l'argent aux dons en nature. Vous le savez, nous avons 20 ans d'expérience et des catastrophes naturelles et des catastrophes politiques et de toutes sortes de bouleversements. À un moment donné, pour adapter l'offre à la demande, il faut être souple. Il ne faut pas être dépassé par cet amas terrible dont la gérance est plus lourde encore que le bénéfice. L'essentiel des dons est transféré sur Paris. Le 3e train de 800 tonnes vient d'être rempli. Des trains qui remplacent à présent les avions de première aide médicale et les camions souvent restés bloqués à l'entrée du pays. À présent, c'est là-bas qu'il faut s'organiser pour réceptionner tous ces convois de la solidarité. Étrange maladie du milieu politique français, le syndrome roumain. Dans chaque parti, on tente de se justifier sur les relations que l'un ou l'autre a eues avec l'ancien dictateur Ceausescu. Le plus attaqué, c'est bien sûr le Parti communiste, qui a longtemps eu une attitude bienveillante envers l'ancien régime roumain. Attitude dénoncée même à l'intérieur du Parti communiste par certains contestataires. La direction du PC s'offusque et contre-attaque. Henri Elie. Volet clos chez Georges Marchais, invisible depuis son passage à l'hôpital Lariboisière il y a 2 semaines et quasiment muet au sujet des événements en Roumanie. Il se reposerait selon André Lajoigny dans sa résidence du Luberon sur les conseils de son médecin. Dommage tout de même qu'il ne puisse répondre aux attaques dont son parti est l'objet depuis quelques jours. Certains communistes, toujours membres du PC, les reconstructeurs, n'hésitent plus en effet à demander purement la démission non seulement de Georges Marchais, mais du bureau politique tout entier. Nous n'apprécions pas la formule du bilan globalement positif, et les faits, hélas, en témoignent. Nous pensons qu'il faut faire un bilan réel de ce qu'est le socialisme dans les pays socialistes, avoir une réflexion sur le fonctionnement des partis communistes, y compris en France. Nous l'avons demandé à maintes reprises, cela nous a été refusé. Il arrive un moment où il faut prendre ses responsabilités.
Polémique communo-communiste puisque ce matin l'on peut lire dans l'Humanité sous la plume de Claude Cabane que finalement, et je cite, il serait peut-être plus prudent pour certains spécialistes de la harangue de baisser d'un ton. En réalité, cette campagne vise à affaiblir le Parti communiste parce que le Parti communiste mène la lutte contre la politique d'austérité du pouvoir. Voilà la vérité. L'ennui, c'est que les dirigeants de la place du colonel Fabien semblent eux aussi avoir la mémoire qui flanche, puisqu'en juillet 78, Georges Marchais lui-même était allé, comme de coutume, passer ses vacances au bord de la mer Noire, et ce, à l'invitation personnelle du génie des Carpates. Enfin, Pierre Blotin, membre du bureau politique, représentait bel et bien le PC français lors du dernier congrès du PC roumain, en novembre dernier, juste avant que n'éclatent les événements de Bucarest. Et même s'il n'a pas cautionné le régime par ses applaudissements, sa présence seule laisse vraiment un goût très amer. Il y a tout de même des pays où la transition entre le communisme et le nouveau pouvoir s'effectue en douceur. C'est le cas de la Tchécoslovaquie qui va élire après-demain son nouveau président. Un seul candidat, Václav Havel, l'écrivain. Comment se prépare l'arrivée d'un poète à la tête d'une démocratie populaire? Christophe Marté et André Sora ont suivi sa campagne électorale à Prague. Cette salle d'exposition est devenue le centre nerveux de la campagne de Václav Havel. Ici, on vient de toute la Tchécoslovaquie pour collecter des tracts, des affiches, des informations. Je viens de la campagne et là-bas, l'information ne circule pas très bien. Je suis venu chercher du matériel pour l'emporter en Moravie, à 300 km d'ici. Depuis 15 jours, une armée de bénévoles, surtout des étudiants, se relaie pour préparer le matériel. L'ambiance est plutôt bon enfant. Pour beaucoup, c'est la première expérience de la démocratie. Bien sûr, ça n'est pas un travail très enrichissant, mais au moins j'ai le sentiment d'être utile, de participer à quelque chose d'important. Il a fallu improviser, avoir beaucoup de volonté, de force, et heureusement il y avait beaucoup de gens qui c'était sinon on s'est retrouvés. Et chacun a aidé à chacun, c'est tout. Des centaines de milliers de photos de Václav Havel ont été tirées et recouvrent maintenant les murs de la ville. Dans les rues, on se les arrache. Et même si c'est le Parlement à majorité communiste qui procédera à l'élection, tous ici sont persuadés que l'ancien dissident sera bien le prochain président de la République tchécoslovaque. Et un tramway a même été réquisitionné pour exprimer ce désir. Panama, Noriega ne sera pas extradé vers les États-Unis, c'est ce qu'a réaffirmé le porte-parole du Vatican. Vous savez que l'ancien dictateur est réfugié dans l'ambassade du Vatican à Panama. Explication de Louis Carzou qui détaille aussi les autres informations de ce jeudi. Le général Noriega, toujours réfugié à l'annonciature apostolique de Panama, mais une solution pourrait être trouvée dans les prochains jours selon le Vatican. De leur côté, les États-Unis ont réaffirmé aujourd'hui leur souhait de voir le dictateur déchu transféré aux USA. Cependant, le nouveau président panaméen, Guillermo Endara, souhaite lui que le jugement du général Noriega ait lieu au Panama. Georgina Dufoy sous protection policière après l'attentat perpétré samedi dernier contre sa voiture. Un inconnu qui s'était introduit dans la propriété de Nîmes a tiré à plusieurs reprises sur la voiture de la présidente de la Croix-Rouge française ainsi que sur celle de son mari. Madame Dufoy, qui est également déléguée générale à la lutte contre la drogue, avait fait l'objet de menaces téléphoniques. Jean-Charles Villoquet, ex-ennemi numéro 1, libéré aujourd'hui après 14 ans de réclusion criminelle. Jean-Charles Villoquet avait été condamné en 1977 à 20 ans de réclusion pour 2 tentatives de meurtre et une prise d'otage commise lors de son évasion du palais de justice de Paris. Un juge français devrait entendre dans les prochaines heures Ludovic Auduit, le fils de la famille massacré le 20 décembre dernier dans une ferme de Gironde. Le jeune homme de 27 ans, considéré comme le témoin numéro 1 du drame, s'est présenté dans la matinée au consulat de France à Madrid. Il affirme avoir assisté au meurtre de ses parents. Léger regain aujourd'hui à la Bourse de Paris où la séance s'est achevée sur une hausse de 0,41%. Mais la devise américaine continue, elle, de faire grise mine. Le dollar cotait aujourd'hui 5,79 francs. Des chiffres et quelques rendez-vous maintenant. Les chiffres, ce sont ceux du tiercé, tout au moins les pronostics que nous propose Pierrette Bresse. Les voici sur votre écran. Tiercé, carte et simple, demain à Vincennes. Le 16, le 15, le 10, le 17, le 9, le 14,
le 18 et le 4. Les rendez-vous, c'est d'abord la météo avec Sophie Davant, et puis n'oubliez pas, à 22h25, l'émission Place Publique spéciale Bucarest, consacrée aux événements de Roumanie. Toute l'équipe de Place Publique, animée par Claude Sirillon, va vous faire revivre ces 7 jours qui ont marqué l'histoire, ces 7 jours en Roumanie. Et sachez que cette émission exceptionnelle sera retransmise tout à l'heure par la télévision roumaine elle-même. Le dernier journal, ce sera aussitôt après, vers 23h25, 23h30. Ce sera Philippe Gassot qui le présentera. Demain matin, les premiers journaux de la rédaction seront présentés par Isabelle Béchler et Claire Chazal à partir de 7h. Bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.